Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire spécifique sur les ransomware et les cryptolockers. Donc c'est un webinaire particulier, thématique, puisqu'on n'a pas l'habitude normalement de faire ce genre de présentation. Néanmoins, vu l'actualité récente qui s'est passée au niveau des cryptolockers et surtout des ransomware qui ont fait beaucoup parler d'eux ces derniers temps et notamment ces derniers jours, on a décidé de vous donner un maximum d'informations sur ces attaques qui ont eu lieu. On va les décrypter un petit peu ensemble, voir qu'est-ce qui s'est passé et surtout comment lutter contre ces ransomware et ces cryptolockers à l'avenir, mais également face à WannaCry qui a eu des répercussions assez importantes mondialement, comme vous allez le voir dans cette présentation. Pour toutes les questions, moi j'y répondrai à la fin, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le petit encart de questions. Je resterai connecté une dizaine de minutes à la fin pour pouvoir vous répondre, mais uniquement à la fin de la présentation, pas pendant, ça sera un petit peu compliqué. Donc pour commencer, on va voir déjà le sommaire de cette présentation. Donc tout d'abord, on verra dans cette analyse des cryptolockers, déjà qu'est-ce qu'un cryptolocker, qu'est-ce qu'un ransomware, comment il travaille, quels sont les plus actifs en France actuellement, parce qu'il y a WannaCry qui a fait beaucoup parler de lui, mais il y a déjà d'autres cryptolockers et ransomware qui existent sur on va dire sur la toile. On verra l'exemple de WannaCry, donc le dernier cryptolocker qui a été lancé. Pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est la Corée du Nord qui est responsable, mais en tout cas qui a fait beaucoup de dégâts un peu partout dans le monde. On verra quelles sont les procédures à mettre en place pour lutter contre WannaCry et d'autres types de virus de cryptolockers qui agissent sur les mêmes comportements. Et on verra aussi dans les solutions WhatsApp quelles sont les solutions qui peuvent vous permettre de mener des solutions préventives et non pas curatives avant justement que ce genre de souci vous arrive ou arrive à l'un de vos clients. Pour commencer, on va parler un petit peu de Whatsoft. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Whatsoft, nous, on existe depuis 2001. On est basé à Pessac, donc dans le 33. C'est vraiment à 5 minutes de Bordeaux. Donc si vous avez l'occasion de passer à Bordeaux, vous pouvez toujours faire un petit détour vers Pessac et nous dire bonjour. On est une équipe à votre disposition. On est à peu près une quinzaine de personnes. On reste une petite équipe. On a plus de 3000 revendeurs inscrits, donc qui revendent nos solutions Whatsoft en général, bien sûr, donc les différentes solutions qu'on propose. Et on essaye de faire un peu plus que de la distribution logicielle, puisqu'on essaye d'apporter des choses supplémentaires comme le support technique également qu'on peut apporter par mail, des conseils avant-vente, des webinaires tels que celui-ci, des formations, donc un petit peu tous les services qu'on peut trouver autour de la vente de logiciels classiques, disons, dans le commerce. Donc on va commencer par les ransomware et les cryptolockers. Donc on va voir qu'est-ce qu'un ransomware, qu'est-ce qu'un cryptolocker, comment on les différencie et qu'est-ce qui existe actuellement sur le marché. Donc les ransomware et les cryptolockers, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai indiqué, un ransomware, c'est simplement un logiciel malveillant qui contient une attaque de type crypto-viral. Généralement, le but, c'est de faire de l'extorsion de fonds, ce qui s'est passé avec WannaCry. On va dire que dans les cas les plus critiques, il va crypter les données, ce qui n'est pas une obligation. Il y a des ransomware qui ne vont pas forcément crypter les données. Ça va dépendre du type de ransomware qui existe. Et le but, c'est que le déchiffrement de ces données cryptées va se faire uniquement lorsque la rançon est payée. Aujourd'hui, en France, il y a différents cryptolockers qui sont actifs, certains plus ou moins dangereux. Il y en a un premier, c'est CryptoWall. Donc lui, il est en version 4.0 actuellement. Il est notamment diffusé dans des campagnes d'email, notamment avec le Trojan qui s'appelle Trojan Loader Update. Donc ça, vous allez le détecter actuellement avec les outils antivirales d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez répandu. Vous avez peut-être pu l'avoir malencontreusement chez un client. Donc CryptoWall qui est actuellement en cours. Il y a TeslaCrypt aussi. Lui, il est diffusé également dans des campagnes email, mais également via des web exploits. Donc les web exploits, c'est tout simplement des failles de sécurité sur des plateformes web, notamment sur des CMS, donc des gestionnaires de contenu type WordPress et Joomla. Il faut savoir que WordPress, c'est plus de 25% des sites mondiaux. Donc des exploits par ces types de CMS sont assez répandus parce que ça touche beaucoup de cibles, tout simplement. Ensuite, il y a eu Loki. Donc Loki, lui, utilise les mêmes méthodes de diffusion que le Trojan qui s'appelait Banker Cridex.
Ce qui s'est passé, c'est surtout des campagnes d'emailing avec des fausses factures. Donc ça, vous en avez sûrement reçu, soit vous, soit chez des clients, des fausses factures qui vous incitent justement à les ouvrir et derrière, bah, vous faites cryptoloquer vos données. Ensuite, il y a eu ransomware RSA 4096 qui est Crypt triple X. Donc lui, il est encore assez virulent et connu puisqu'il est apparu depuis avril 2016. Il se diffuse uniquement par des web exploits. Donc celui-là, vous n'allez pas le recevoir par pièce jointe d'email. Donc là, il faudra trouver des techniques et des technologies qui vont permettre de lutter contre l'arrivée de ces ransomware par des connexions web. Donc là, on verra quelles solutions on peut trouver pour mener à bien cette protection. Ensuite, il y a eu Cerber Ransomware, donc lui, il est apparu depuis le début 2016. Lui, il est également diffusé via des campagnes d'emailing et des web exploits. De toute façon, la plupart du temps, c'est généralement des pièces jointes. Hein. Le CryptoLocker arrive par pièce jointe, et lorsqu'il est exécuté, bah, c'est là où il va infecter la machine. C'est soit des web exploits, soit des pièces jointes, soit justement des exploits web. Donc quand vous allez naviguer sur un site, il est probable que vous puissiez récupérer justement un CryptoLocker derrière. Et ensuite, il y a eu CTB Locker, donc lui il est actif depuis 2016, mais en février 2017, il y a une nouvelle version qui est apparue et qui vise clairement les serveurs GNU Linux, donc tout ce qui est sous Linux, hein, des Debian, des Fedora et autres, puisque c'est vrai que souvent les CryptoLockers attaquent des machines Windows. Il y a ce même type de CryptoLocker sur des systèmes GNU Linux. Aujourd'hui donc, le principe de fonctionnement d'un ransomware ou CryptoLocker, en fait le ransomware c'est la partie extorsion de fonds et le CryptoLocker c'est la partie cryptage des données. Généralement aujourd'hui WannaCry par exemple, l'exemple qu'on va voir, lui est un ransomware CryptoLocker, c'est-à-dire qu'il fait les deux en même temps. Le but c'est que, le principe de fonctionnement c'est que le virus, le CryptoLocker va se déployer type comme un cheval de Troie, hein, tout simplement, donc il va pénétrer le système soit par un email, donc une pièce jointe, soit par un exploit sur une page web. Derrière, il va exécuter, dans le cas, ça dépend en fait le type de CryptoLocker, il va exécuter un payload. Donc le fait d'exécuter un payload, ça va activer une charge au niveau de votre machine qui va être exécutée, donc ça va prendre des ressources de votre machine et chiffrer les données. Donc c'est votre propre machine finalement qui chiffre les données via l'exécution d'un payload présent dans le CryptoLocker. Ensuite, vous avez un système de cryptographie hybride. Donc là, c'est ce qui s'est passé clairement avec WannaCry, hein, on va le voir un petit peu par la suite. C'est un chiffrement par clé symétrique aléatoire et via une clé publique fixée. Donc la clé privée, elle est connue uniquement de l'auteur du ransomware, ce qui fait que dès que vous avez la vérification en fait de savoir si vous avez payé la rançon ou pas, bah, en fait c'est simplement une vérification de la clé via la clé publique et la clé privée qui permettront de déchiffrer les données. Évidemment, cette clé privée, vu qu'elle est connue que par l'auteur du ransomware, il faudra forcément payer la rançon, même si je vous déconseille fortement de payer des rançons, puisqu'il n'y a aucune garantie que vos données soient décryptées par la suite. Et surtout, bah, c'est vous inciter finalement ces genres de personnes à continuer leur action malfaisante. Ensuite, ce qu'il peut y avoir, c'est une restriction d'interaction avec le système. Donc là, on va complètement vous bloquer le shell. Donc c'est toute l'interaction avec l'Explorer de Windows, mais également vous changez la MBR. Donc là, c'est la partie de boot de votre machine, donc la master boot de votre système. Ils vont le changer de façon à ce que vous puissiez plus booter sur les outils de désinfectation ou ce genre de choses. Ils vont vous bloquer justement cette partie boot, arrivant à chaque fois sur justement le message qui va vous demander de payer la rançon pour débloquer vos données. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les tactiques de scarewares. Donc ça, c'est assez connu. Vous avez des messages, des fausses alertes qui arrivent sur votre machine en disant bah, vous stockez des données illégales. C'est un message, par exemple, qui provient du FBI, mais ce n'est pas vraiment le FBI. Ou alors, vous avez une imitation du Windows Product Activation qui vous indique que votre Windows est piraté. Voilà, ça, c'est des choses assez fréquentes que vous trouvez. Ça s'appelle du scareware. Le but, c'est de faire peur à l'utilisateur pour que lui-même se dénonce ou en tout cas clique sur le lien pour finalement se faire avoir. Et derrière, évidemment, ce qui marche beaucoup, c'est l'extension de fonds. Donc c'est souvent des virements Bitcoin qui se font via le réseau Tor, donc réseau, on va dire, peuplé de pirates en tout genre, etc. Des SMS surtaxés ou par le système PaySafeCard. Donc à chaque fois, des virements, on va pas dire intraçables, mais des virements sur des systèmes annexes que les systèmes bancaires habituels. Donc ça, c'est vraiment le principe d'un fonctionnement de tout CryptoLocker ou ransomware qui attaque un système vulnérable. Donc là, on va voir l'exemple de WannaCry. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc WannaCry, c'est un
ransomware qui est sorti il y a une semaine à peu près. Vous allez voir que c'est que le début, puisqu'il y a d'autres virus et d'autres cryptolockers qui sont sortis après WannaCry. Donc on va le voir à la fin de ce webinaire. Mais là, on va décrypter un petit peu cet exemple-là, puisque c'est un petit peu ce qui a fait couler beaucoup d'encre, on va dire, dernièrement sur la toile, et surtout ce qui nous a donné l'envie de faire un webinaire spécial thématique sur ces cryptolockers. Donc WannaCry, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un cryptolocker qui est également connu sous différents noms. Il est connu sur le nom WannaCrypt, WannaCryptor, WCrypt ou WCry. Donc WannaCry, ça veut dire simplement vous allez pleurer. C'est un peu ce qui se passe quand on sait crypter ces données, il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer, pour les retrouver, à moins de payer la rançon. Mais comme je vous le dis, ne payez jamais une rançon sur un cryptolocker. C'est vraiment encourager ces personnes, et surtout vous n'avez aucune garantie que vos données vont être récupérées. Donc le but, c'est que c'est un ransomware couplé à un verre qui va permettre d'infecter d'autres machines, et simplement il va chiffrer vos données et vous demander une rançon. Donc ça, c'est un capture que maintenant beaucoup de gens ont vu, ou en tout cas que ce soit sur internet ou malheureusement en réel. C'est vraiment c'est tout simplement le payload qui est balancé par WannaCry lorsque votre machine est infectée. Alors qui s'est fait infecter par WannaCry? Beaucoup d'organisations. On a parlé effectivement de Renault en France, qui a été touché par cette problématique, Dacia également. En même temps, Renault et Dacia, c'est à peu près la même chose, mais c'est deux organismes différents qui sont fait toucher. Il y a également des systèmes de télécom qui ont été touchés, beaucoup d'hôpitaux aussi en Angleterre. Il faut savoir que majoritairement, le pays le plus touché, c'est la Chine. Il y a près 35% de machines qui ont été infectées en Chine, donc des gouvernements, enfin des instituts assez importants qui ont été touchés. Donc ça a vraiment touché beaucoup d'organismes, mais surtout des professionnels. C'est pas des particuliers qui étaient visés, c'est vraiment des structures professionnelles et surtout des services publics des fois. Donc ça pose des questions en fait sur ce type d'attaque et ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment quelque chose de grande ampleur. C'est pas anodin. WannaCry, il a été, on va dire, surtout mis en avant par rapport aux failles sur Windows Server 2003 et sur XP, mais tout système d'exploitation est impacté par ce cryptolocker. Évidemment, 2003 et XP sont les plus critiques, on va dire, puisque les patchs ne sont pas disponibles directement via le Windows Update, puisque Microsoft a arrêté son support. C'est vraiment des patchs à récupérer à côté, je vous ferai voir où les récupérer, mais tout système d'exploitation jusqu'à 2016 peut être impacté par ce cryptolocker, pas directement en front, donc on va dire de manière frontale. La faille n'est pas forcément présente sur ces systèmes, mais va permettre d'être répliquée sur ces machines. On verra comment ça se passe juste après d'ailleurs, et je vous reparlerai justement de l'importance de ces systèmes d'exploitation, puisque au final, en conclusion, on va dire, de cette attaque WannaCry, vous allez voir que le système d'exploitation le plus infecté n'est pas forcément le plus vulnérable. Alors comment WannaCry agit? Alors c'est assez simple, je vous l'ai indiqué en 4 étapes. WannaCry en fait se propage notamment par email. C'est beaucoup de cette manière qui s'est propagé, donc simplement une pièce jointe qu'on reçoit dans un mail, on clique sur cette pièce jointe, c'est une pièce jointe infectée qui utilise deux failles présentes sur le système, donc deux failles qui ont été utilisées par la NSA, qui ont été dévoilées par Shadow Brokers en mars 2017. Donc Microsoft était tout à fait au courant de l'existence de ces failles, et la NSA également, puisqu'elle l'a utilisé pour diverses opérations qui sont propres, on va dire, sûrement de l'écoute, de la visualisation de machines à distance. Mais en tout cas, c'est ces deux failles-là. Donc la faille, c'est Eternal Blue et Double Pulsar. Donc c'est sur les bulletins d'information CVE 2017-01-45 de chez Microsoft qui vous en donne un peu plus d'informations sur ces deux failles. Donc à partir du moment où le système était vulnérable à ces deux failles, malheureusement, effectivement, la propagation de WannaCry a pu se faire. Ensuite, ce qui se passe, c'est que WannaCry va vérifier un kill switch, donc un domaine kill switch. C'est quoi? En fait, c'est tout simplement, WannaCry vérifie si le domaine qui est codé dans son système, on va dire pour de crypto, il va vérifier si les 4 domaines que je vous indiquais en dessous existent. Donc c'est des domaines qui sont complètement farfelus, évidemment, et en fait c'est simple, le cryptolocker vérifie si le domaine existe. Si le domaine n'existe pas,
la machine crypte, enfin chiffre les données. Si le domaine existe, la machine ne fait plus rien, puisqu'en fait, ce domaine répond positivement, donc le script s'arrête. C'est ce qui a permis notamment à MalwareTech, donc un blog ou en tout cas un site d'information, dont la personne qui gère ce site-là a réservé 2 noms de domaine, a acheté 2 noms de domaine, qui a permis d'enrayer le déploiement de WannaCry, puisqu'à partir du moment où ces 2 domaines étaient achetés, donc ils étaient existants, le script vérifiait si le domaine existait. Vu qu'il existait, la machine ne se faisait plus crypter. Donc ça a permis d'enrayer l'encryptage des données, mais ça n'a pas permis de complètement le bloquer. Donc ça c'est quand même assez important de voir que des fois c'est tout bête, hein, c'est un switch, hein, soit c'est yes, soit c'est non, et à partir de là, le script va mettre en place des actions derrière. Donc ce qui faisait, une fois que le domaine n'existait pas, les données étaient chiffrées sur la machine, il y avait un affichage d'un payload, hein, donc ce que je vous indiquais, hein, c'est ce message qui vous indique de payer hein, et qui fait un petit peu peur. Et par la suite, une machine qui était infectée a pu infecter d'autres machines du réseau, notamment par une propagation latérale dans le même LAN directement via une vulnérabilité du protocole SMB. Donc le protocole SMB, serveur message block, qui est un protocole permettant de faire du partage, notamment Samba. C'est une vulnérabilité qu'il y a eu au niveau de ce protocole-là, que ce soit en V1 ou en V2, parce qu'il y a SMB V1, V2 et V3. Donc ça, on va le voir un peu plus après. Donc voilà un peu comment fonctionne WannaCry. Il arrive par email, il attaque des failles bien connues Microsoft, il vérifie si le domaine existe, s'il existe, il crypte pas, s'il n'existe pas, il crypte. Et ensuite, après, il se déploie via le protocole SMB. C'est un ransomware qui est mondial. Pourquoi il est mondial? Parce que tout simplement le payload, donc le message qui vous indique de payer la rançon et tout le processus, on va dire, de traitement de cette rançon, a été écrit en 28 langues. Donc c'est quand même assez important de voir ça, puisque généralement, pourquoi ne pas écrire tout simplement en anglais, puisque l'anglais est quand même une langue assez comprise de manière globale dans le monde. Non, là, ils sont amusés vraiment à faire un manuel d'utilisation, enfin, d'utilisation, c'est un grand terme, mais en tout cas un manuel de paiement de rançon dans vraiment beaucoup de langues. Donc ça montre quand même la technicité et la cible que visait WannaCry, c'est vraiment une cible mondiale. C'est vraiment attaquer l'ensemble de la planète sur différents systèmes vulnérables, et pas forcément un pays particulier. Donc là, voilà, je vous ai marqué toutes les langues qui ont été utilisées par WannaCry, ce qui vous montre quand même que ce soit en Suède, en Corée, en Japon ou autre, il y a eu ces messages-là dans toutes les langues quasiment, ce qui est assez important. Autre point important de WannaCry, c'est tout simplement les extensions qui ont été touchées, donc qui ont été chiffrées dans le cas où on était impacté. Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'extensions, des extensions plus ou moins connues, mais il y a surtout des extensions très utilisées, très connues on va dire dans le monde professionnel. Les fichiers Office, donc cryptage des PPT, des .doc, des XLS, des fichiers d'archives, donc tout ce qui est .zip, .rar et autres, des vidéos également. Donc là, il y a eu des MPK, des MKV, mais également d'autres formats. Il y a eu des fichiers email, cryptage de .ml, de .msg, de fichiers PST, des fichiers de base de données, des fichiers d'encryption également, par exemple des certificats AES, des fichiers PEM, des PSD sur Photoshop, des machines virtuelles également, des .vmdk ou des .vdi. C'est vraiment quelque chose qui a ciblé énormément d'extensions, on va dire, et de processus professionnels qu'on peut trouver dans une entreprise. Donc généralement, malheureusement, on va dire que quasiment tout système était vulnérable, puisqu'il était capable de crypter pratiquement tout type d'extension de fichiers. Les signes d'infection, alors aujourd'hui normalement vous devrez plus trop en avoir, à moins que effectivement quelqu'un clique sur un mail récupéré, mais normalement la propagation s'est enrayée. Donc logiquement il y a moins de virulence à ce niveau-là. Mais malheureusement c'est pas pour ça qu'il faut se reposer sur ses lauriers, puisque je vais vous parler à la fin d'autres variantes qui sont sorties et malheureusement qui sont même peut-être plus virulentes que WannaCry et qui nécessitera de votre part et de tous ceux qui travaillent dans l'informatique d'avoir un petit peu plus
d'attention, de surveillance par rapport à ce qui va se passer au mois de juin et au mois de juillet, puisque ça risque d'être peut-être pire que ce qu'on a eu auparavant. Donc voilà, les signes d'infection, c'est quoi? Tout simplement le payload qui est affiché à gauche. Vous avez également le remplacement du fond d'écran qui vous indique également que vos fichiers ont été cryptés et qui vous indique le processus pour les décrypter. Et vous avez également un fichier qui se crée sur le bureau qui s'appelle pleasereadme.txt qui vous indique également les instructions pour aller justement déchiffrer vos données. Donc ça, c'est 3 signes qui vous montrent clairement que vous êtes infecté par WannaCry. Autre signe d'infection, WannaCry en fait va se mettre dans un répertoire, généralement dans Programme Data, c'est un des répertoires sur lequel il se greffe. Il va se mettre sous le nom task.che.exe. Donc si vous avez un fichier comme ça, vous êtes sûr que vous êtes infecté par WannaCry. Il va se mettre également dans le répertoire C-Windows avec différents noms. Donc là, je vous l'ai indiqué, task.che, également mssecsv.exe. Donc c'est des noms de fichiers qui ressemblent beaucoup à des noms utilisés des exécutables de Windows. C'est un peu logique, le but c'est de se cacher. Il va récupérer également des droits complets sur l'ensemble des fichiers. Donc il va utiliser la commande suivante que je vous indiquais pour prendre possession de l'ensemble des données en administrateur. Et ensuite, il y a un petit script en batch qui est lancé, qui est présent sur la machine, qui va permettre justement de déployer le wallpaper, le script VBS qui va aller également recharger le payloader. Tout ça, je vous l'ai indiqué, ça vous montre un petit peu ce qui a été codé, on va dire, par les personnes qui ont réalisé cette attaque, et vous montrer un petit peu le fonctionnement de cette partie-là. Les protections curatives. Donc, vous êtes infecté par WannaCry ou pas encore, mais en tout cas, vous voulez mettre en place rapidement des actions dites curatives. Voilà les 5 points sur lesquels vous pouvez agir. Tout d'abord, l'application des patchs. Donc, les patchs qui sont sortis, c'est des patchs de sécurité Microsoft. Donc, c'est le patch MS17010 qui est sorti le 14 mars. Ça, absolument, alors soit le mettre en Windows Update sur les machines récentes, soit sur 2003 et XP, télécharger les patchs de sécurité à part et les appliquer sur les systèmes en question. Ça, c'est la première chose, c'est la plus simple, c'est la plus rapide. Ensuite, vous avez la possibilité de désactiver le protocole SMBV1. Donc là, tout simplement, si la machine, vous ne pouvez pas la patcher pour X raisons, c'est d'aller dans les services Windows et de désactiver SMBV1. Ensuite, vous avez la possibilité de bloquer directement le port 445. Donc là, en TCP, vous le bloquez depuis Internet, mais également entre les machines du LAN, puisque comme je vous l'ai indiqué, le vers WannaCry et généralement d'autres vers de type CryptoLocker vont se déployer latéralement dans votre réseau, notamment par le protocole SMB. Donc autant bloquer l'accès à ce port-là pour être sûr que une machine ne puisse pas infecter de manière transversale d'autres systèmes de votre entreprise. Ensuite, c'est d'identifier les systèmes vulnérables le plus rapidement possible, donc de les isoler déjà du réseau, de les mettre à jour si possible, ou carrément de stopper la machine pour éviter que l'infection continue sur d'autres systèmes qui pourraient justement pirater peut-être un serveur, un NAS ou autre élément. Et bien sûr, donner accès au domaine kill switch. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai indiqué, si la machine peut aller vérifier que le domaine existe, le cryptage de la machine ne va pas se faire. Donc c'est vrai que ces domaines-là, il faut absolument qu'ils soient en liste blanche, on va dire, pour pouvoir y accéder. Bon, WannaCry, comme je vous l'ai indiqué, c'est quelque chose qui s'est produit, qui est pratiquement terminé, mais néanmoins, vous allez avoir d'autres virus, d'autres cryptolockers qui vont utiliser ce type de kill switch, de domaine kill switch. Donc pensez, quand les informations sont dévoilées, on va dire publiquement, de donner accès à ces domaines-là. Aujourd'hui, les 4 domaines normalement sont achetés, donc logiquement la propagation doit être terminée, mais il y a d'autres variantes. Donc malheureusement, comme vous allez le voir, il y a d'autres risques qui vont arriver d'ici les prochains jours et prochaines semaines. On va voir maintenant les solutions préventives, parce que c'est surtout ça qui est important. C'est pas en rapidité agir contre la menace, c'est réfléchir à la menace avant qu'elle arrive, et essayer en tout cas qu'elle ne nous impacte pas. Nous, c'est vrai que Whatsoft, on a eu cette chance de ne pas être impacté par WannaCry parce qu'on avait mis en place les protections nécessaires avant, la mise à jour des patchs, etc. Donc je vais vous montrer dans le catalogue Whatsoft tout ce qui est à disposition pour mener à bien une sécurisation sur différents niveaux dans votre réseau. Évidemment avec nos solutions, il y a d'autres solutions qui existent sur le marché, mais là évidemment on va vous montrer les solutions qu'on a au catalogue à ce niveau-là. Donc voici les différentes briques sur lesquelles on peut agir, notamment pour enrayer, on va dire, ou sécuriser un réseau sur les attaques de type CryptoLocker.
tout simplement un déploiement de solutions antivirales. Donc là, on va le voir, hein, il y a deux solutions qu'on distribue, Kaspersky et Bitdefender dans la partie SolarWinds RMM. On a également la sauvegarde des données, hein, ça c'est assez classique, on verra comment justement dans ces produits-là arriver à garantir une sécurité, donc avec Backup Assist et avec aussi SolarWinds RMM et Backup and Recovery, donc deux solutions par SolarWinds. Désactiver les macros dans les produits Office, donc on va voir comment ça se fait avec les produits Kaspersky. Le déploiement d'un SRP, donc on va voir qu'est-ce que c'est un SRP et comment on le met en place avec Kaspersky. Et ensuite, ça va être le filtrage des emails et le filtrage web, puisque je vous indiquais, généralement, les cryptolockers arrivent soit par email, soit par exploit web. Donc justement, un filtrage email et un filtrage web permet normalement à 95% de garantir de bloquer l'arrivée de ces cryptolockers. Ça ne veut pas dire de bloquer la propagation de celui-ci s'il est exécuté, mais en tout cas d'empêcher qu'il arrive jusqu'à la boîte de l'utilisateur, ou en tout cas jusqu'au navigateur de l'utilisateur également. Donc on verra avec quelle solution et comment. Tout d'abord, le déploiement d'un antivirus, comme je l'ai indiqué, Kaspersky. Donc Kaspersky, c'est ce que nous, on distribue, hein. Il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, il y a 3 solutions sur le marché qui sont capables de détecter WannaCry sur la machine. Donc le détecter, je dis bien le détecter, hein, c'est pas forcément, c'est pas décrypter les données, c'est détecter la présence de WannaCry. Il y a i7Node32, il y a F-Secure et il y a Kaspersky. C'est les 3 seuls antivirus qui sont capables de détecter WannaCry, donc ça vous montre que Kaspersky quand même est dans le haut du panier, puisqu'ils ont été les premiers enfin les premiers, en tout cas leur antivirus était déjà prêt pour détecter ce genre d'attaque. Donc le Kaspersky, tout simplement, hein, via la version business ou la version particulière, hein, en tout cas il y a la version small business, c'est de déployer l'antivirus de façon centralisée, de gérer des stratégies, donc de pouvoir mettre en place des blocages sur les postes clients pour leur empêcher un certain nombre d'actions, que ce soit eux ou par des éléments de leur système, de monitorer de façon centralisée l'ensemble des parcs et des machines surveillées, notamment avec des rapports, voir si une machine a été infectée, est-ce qu'elle essaie d'attaquer notre machine. Ça, vous pouvez le voir avec Kaspersky. Et vous avez des signatures antivirales qui sont mises toutes les 2 heures. Vous avez un moteur proactif qui travaille sur le KSN, donc une sorte de grosse base mondiale d'exploits qui sont référencés. Vous avez aussi un système watcher qui va vous permettre d'analyser les exécutables de votre système et voir ce qu'elle fait pour essayer de les bloquer avant qu'elle commence à impacter votre système. Donc voilà, ça c'est un exemple de déploiement d'antivirus avec les solutions qu'on a au catalogue. Et donc là, l'exemple de Kaspersky, plutôt sur un parc informatique plus ou moins grand, puisqu'il y a cette version-là, mais il y a également la version Kaspersky Cloud qui vous permettent aussi de mettre en place un moteur Kaspersky sur une machine, client ou serveur. Ensuite, il y a la possibilité de déployer une solution antivirale avec SolarWinds RMM. Donc là, donc SolarWinds RMM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une genre de grosse console de supervision, de manipulation de machines à distance. Voilà, je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. On peut déployer le Bitdefender directement, donc un antivirus géré par cette console sur l'ensemble des machines pour un coût assez bas, et ça vous permet aussi derrière d'avoir un moteur antivirus. Bitdefender n'est pas encore dans le panier qui détecte WannaCry, donc on va dire c'est pas forcément le meilleur antivirus, en tout cas le meilleur moteur ou le moteur le plus à jour sur cette partie-là, mais il est quand même bien réputé. Vous avez base de signature antivirale, détection heuristique, vous avez un monitoring de temps réel à travers la console, gestion des politiques. Donc là, c'est on va dire un antivirus que vous pouvez déployer assez facilement, mais il ne sera pas aussi puissant qu'un antivirus type Kaspersky avec différentes briques de sécurité que vous avez à l'intérieur. Mais ça vous permet de mettre en place un premier niveau de sécurité antivirale assez robuste, on va dire, sur des parcs informatiques complètement démunis d'antivirus quelconque, ou alors il y a des Avast ou des choses comme ça. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre en place des sauvegardes, ce qui est primordial. Je ne vais pas vous faire un laïus sur la nécessité d'avoir des sauvegardes, mais là encore plus lorsque vos données sont cryptées. Parce qu'effectivement, on peut avoir des erreurs humaines qui nous demandent à restaurer des données, mais là, bon, c'est des erreurs qui sont, c'est une attaque. On n'a pas souhaité l'avoir. Donc là, il faut mettre en place avant des choses. Avec Backup Assist, on peut mettre en place des types de sauvegarde, des sauvegardes de type AirGate. Donc des sauvegardes de type AirGate, c'est simple, c'est un média sur lequel on ne peut pas le pirater. On ne peut pas attaquer les données
qui sont contenus sur ce média. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de physique. Un disque dur USB, s'il est débranché de votre machine, à moins que quelqu'un aille physiquement accéder à ce disque dur et le branche sur une machine pour crypter les données, ce média n'est pas cryptable, que ce soit par Internet, que ce soit dans votre LAN, que ce soit n'importe où. Ça vous permet justement de garantir une sécurisation de vos données. Surtout qu'avec Backup Assist, on peut éjecter le média. Donc, une fois que le backup est terminé, on éjecte le disque dur du système, ce qui fait qu'il n'est plus accessible par le CryptoLocker qui permet généralement de crypter les données d'autres machines sur le réseau. Donc ça, c'est une première possibilité. Vous avez également la sauvegarde sur des cibles iSCSI. Donc si vous avez des SAN ou des NAS, vous pouvez créer ce qu'on appelle une cible iSCSI, qui est un conteneur de données, un emplacement réseau sur votre NAS. Vous faites votre backup dessus et à la fin, vous déconnectez la cible, ce qui fait que la cible n'est plus présente au niveau du réseau, on ne peut pas l'attaquer directement. On peut mettre en plus une authentification SHA-256 qui permet de bloquer l'accès à cette cible iSCSI, soit par IP, soit par authentification. Et donc normalement, vos données ne peuvent pas être cryptées puisque la cible n'est pas accessible directement sur le réseau, si vous prenez soin de déconnecter la cible. Donc ça, c'est également une des possibilités. Et après, depuis la version d'ailleurs Backup Assist V10, vous avez la possibilité de faire une sauvegarde dans le cloud. Donc là, que ce soit privé ou public, privé, donc votre propre serveur, et public, directement sur Amazon S3 ou Azure, vous avez la possibilité de faire des backups directement dans le cloud, sécurisé, crypté, crypté dans le bon sens, on va dire, donc crypté parce que vous l'avez demandé, mais vous allez pouvoir restaurer également vos données. Même si votre machine est cryptoloquée, vous avez toujours possibilité de récupérer des données qui n'ont pas été cryptoloquées parce qu'elles ne sont pas présentes dans votre réseau. Elles sont hors site. Donc ça, c'est important de mettre en place ce type de backup. Ensuite, vous avez la solution avec Backup and Recovery, donc de SolarWinds, que ce soit dans Max Remote ou dans le produit à part qui fait la partie backup. Donc là, c'est pareil, vous avez des protections directement dans le cloud et également une copie en local. Vous avez des protections de type bare metal, donc le système entier qui est sauvegardé dans le cloud. Vous avez également des protections de services type virtualisation, Exchange, etc. Donc tout est les systèmes qui sont majoritairement utilisés en production. Et derrière, des solutions de restauration assez importantes, puisque vous pouvez avoir une console de restauration indépendante, donc une console qui vous permet de restaurer l'ensemble de vos backups. Vous avez un environnement aussi bootable, donc un ISO ou un exécutable qui vous permettent de faire une restauration complète, un bar métal, mais également aussi de monter votre sauvegarde en tant que disque dur virtuel pour aller récupérer des données. Donc tout ça, ça vous permet de récupérer des données qui ont été malheureusement chiffrées par un CryptoLocker, vous pouvez toujours les récupérer si elles sont contenues dans le cloud. Mais vous avez encore plus, vous avez une possibilité de faire de la restauration continue. Donc là, en fait, c'est un serveur qui va, dès que votre backup est terminé, il y a une restauration qui se fait sur ce serveur-là en continu, c'est-à-dire que dès que votre backup est terminé, hop, la restauration se fait pour être prêt, pour que votre serveur de secours soit prêt à n'importe quel moment et donc de faire sorte de PRA directement, votre serveur est cryptoloqué, boum, vous avez votre serveur virtuel qui est déjà en mode restauration continue, donc il est déjà restauré en dernière version et vous n'avez plus qu'à l'utiliser en production. Et vous avez également la reprise d'activité via P2V ou V2V, donc physique à virtuel et virtuel à virtuel. Si jamais vous avez justement un backup, vous pouvez tout à fait transformer un serveur physique en virtuel et donc rebooter rapidement sur votre serveur qui n'a pas été cryptoloqué puisqu'il était backupé dans le cloud et donc sécurisé. Ensuite, vous avez d'autres types de protection, comme je vous ai parlé, les macros dans les produits Office. Ça, c'est assez fréquent, les attaques de crypto par macro. Vous avez une solution dans Kaspersky, donc que ce soit Kaspersky Business ou l'antivirus pour particulier. Dans l'antivirus fichier, vous avez la possibilité d'activer cette partie-là, et notamment dans le filtre heuristique, vous avez une case à cocher qui est analyser les objets OLE incorporés. C'est ce qui va vous permettre justement de bloquer les macros dans les documents Office automatiquement via une règle, donc une règle qui peut être mise manuellement sur chaque poste ou gérée par une stratégie directement dans le KSC. Et donc du coup, vous avez la mise en place du blocage des macros sur l'ensemble de votre parc informatique. Autre point, c'est le déploiement d'un SRP. Donc un SRP, c'est quoi? En fait, c'est le contrôle. On contrôle comment fonctionnent les exécutables qui tournent sur votre machine. Donc généralement, les CryptoLockers et les ransomware se greffent toujours au même endroit. Donc le but, c'est de bloquer, avant même que ça arrive, de mettre en place des règles pour éviter que ces CryptoLockers viennent s'intégrer dans des répertoires qui sont habituellement connus pour être utilisés
par ces derniers, notamment en bloquant les binaires. Donc les binaires, c'est tout simplement tout type d'exécutable, hein, que ce soit des points exe, des points MSI, des points n'importe quoi, tout ce qui est exécutable, c'est simplement les empêcher d'être exécutés dans des répertoires de type variable, notamment AppData, Programme Data ou le répertoire temp. C'est généralement là que ces cryptolockers se placent, en tout cas leur exécutable se place. Donc si vous empêchez à des binaires de s'exécuter dans ces répertoires-là, forcément vous avez on va dire une chance d'interrompre un cryptolocker qui infecte votre machine, tout simplement parce qu'il ne pourra plus avoir les droits pour s'exécuter sur ces répertoires-là. Ce n'est pas que cette règle-là qui va faire que le cryptolocker va se bloquer, c'est une succession d'outils de sécurité. Là, c'est vraiment dans le cas où le cryptolocker est déjà présent sur la machine et tente de s'exécuter dans ces répertoires-là, malheureusement, heureusement plutôt, Kaspersky va venir interrompre cette exécution et donc bloquer le processus de déploiement de la partie crypto. Mais également le filtrage email. Comme je vous l'ai indiqué, deux méthodes pour que les cryptolockers arrivent sur votre réseau, c'est l'email et le web. Donc là, au niveau d'email, il y a différents produits. Nous, on a Security Gateway et MDemon. Donc Security Gateway est une passerelle email et MDemon est un serveur d'email, mais ils ont les mêmes technologies. Donc vous retrouvez notamment les vérifications SPF, des marques et des KIM. Ça va permettre d'authentifier les sources des messages que vous recevez, d'être sûr que quand vous recevez un mail de free.fr, c'est bien free.fr qui vous l'a envoyé et pas quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est des solutions qui sont assez simples à mettre en place et qui vont vous permettre de garantir que les emails que vous recevez sont bien des emails légitimes, et non pas des usurpations avec des fausses factures, etc. Donc ça, c'est des technologies qu'on retrouve dans ces deux produits que vous pouvez mettre en place assez facilement, justement, avec ces deux solutions. Autre point dans Security Gateway et MDemon, c'est que vous avez la protection de Siren. Donc Siren, c'est un moteur antivirus, moteur anti-malware, moteur anti-trojan, cryptolocker, enfin une grosse base antivirale et même anti-exploit. Derrière, c'est présent dans, pareil, au niveau de Security Gateway et MDemon, et vous pouvez bloquer en temps réel virus, spam, contenu de type phishing. Vous avez également des exploits, comme je vous l'ai indiqué, des installations d'exécutables sur votre système. Tout ce qui est présent en pièce jointe, Siren va être capable d'analyser le contenu. Il va même être capable d'exécuter on va dire la pièce jointe, ou en tout cas l'élément que vous recevez dans un mode bac à sable pour voir quelle est la dangerosité de cet exécutable. Qu'est-ce qu'il essaye de faire au niveau de votre système? Est-ce qu'il est référencé chez Siren? Et donc vous le bloquez avant même qu'il arrive. Donc là, du coup, vous avez moins de risque que l'utilisateur clique sur une fausse facture puisqu'il ne la recevra jamais et donc du coup, vous limitez le risque potentiel qu'un cryptolocker puisse intervenir sur votre réseau. Autre possibilité, si vous n'avez pas MDemon ou Security Gateway, on a également Appriver. Donc Appriver, c'est de la gestion, c'est de l'hébergement d'exchange online. Donc tout simplement, au lieu de prendre chez Microsoft, Appriver propose également le serveur Microsoft hébergé. Mais en plus, Appriver propose une passerelle de sécurité gratuite. C'est-à-dire que si vous voulez un exchange en ligne, vous le prenez chez Appriver et en plus vous avez une passerelle de sécurité offerte avec différentes choses, c'est-à-dire 5 moteurs antivirus, 60 techniques de filtrage maison qui sont développées par l'éditeur, 11 ans d'expérience dans le domaine. Il y a des règles qui sont déjà présentes, qu'on peut activer d'un simple clic. Blocage des extensions de fichiers, donc là on bloque des fichiers OPS, des fichiers SRR, des VBS, des CMD, des exe, des .com, des .chm, donc déjà tout type de documents un petit peu étranges, on va dire entre parenthèses, mais également des liens, enfin des exécutables qui pourraient être présentes dans des URL que vous recevez par mail. Par exemple, voici, vous avez reçu une carte de vœux, cliquez ici pour la télécharger. S'il trouve certains types d'exécutables ou certains types d'extensions ou de noms de fichiers à l'intérieur, il va pouvoir les bloquer automatiquement. Donc du coup, le mail ne sera jamais reçu. De même, vous avez des vérifications d'expéditeurs des emails également dans la partie SecureTide. Donc ça vous permet d'avoir la même technologie, on va dire, qui est présente dans MDemon et Security Gateway, directement intégrée dans votre passerelle Exchange. Et donc là, de même, si le mail vous ne le recevez pas, vous avez beaucoup moins de chances de cliquer sur un exécutable ou une fausse facture qui serait arrivé à passer à travers les mailles du filet. Donc ça, deux technologies, deux solutions qui vous permettent justement de mettre en place un filtrage des emails pour vous ou pour vos clients. Autre point, comme je l'indiquais, le filtrage web. Alors le filtrage web, c'est vrai qu'on n'y pense pas plus que ça, puisqu'on ne pense pas qu'en naviguant sur Internet, il est possible de récupérer un cryptolocker. Si,
C'est possible, c'est des exploits web et les exploits web, on les voit pas forcément à l'œil nu, c'est pas si évident. Donc derrière, on a des technologies qui vont permettre de sécuriser les connexions Internet, donc notamment le protocole HTTP, HTTPS, et d'analyser le trafic qui s'y passe. SecureSurf va permettre d'analyser le trafic entrant et sortant. Et c'est ça qui est assez intéressant, puisque par exemple, si vous avez un keylogger sur votre machine et qu'il essaye d'envoyer des informations à l'extérieur, bah, ce keylogger va pouvoir être bloqué directement. Donc en gros, dès que vous allez taper vos touches sur votre clavier, les entrées ne vont pas être envoyées à l'extérieur. Donc vous bloquez la sortie d'éléments. Vous avez également, si vous cliquez sur des URL qui sont connues, malveillantes, ou qui vont vous impacter au niveau de votre système, le SecureSurf va vous bloquer ces URL parce qu'il va détecter justement qu'il y a des éléments malicieux à l'intérieur. Alors il peut aussi vous charger la page en retirant du code source tous les exécutables, les scripts malicieux et autres éléments qui peuvent venir justement perturber le fonctionnement de votre connexion, enfin en tout cas de votre navigation Internet. Donc à partir de là, le SecureSurf va bloquer tout ce qui va rentrer, mais également ce qui va sortir, ce qui vous permet justement de pouvoir mettre en place une sécurité au niveau de votre connexion. Surtout que vous avez des rapports qui sont générés dans SecureSurf qui vont pouvoir vous montrer qu'est-ce qui a été bloqué et surtout vous pouvez le tester gratuitement. Donc pendant 30 jours, vous mettez chez un client, vous mettez en place, au bout de 30 jours, vous ressortez un rapport et vous pouvez montrer à votre client qu'est-ce qui a été bloqué. Et notamment, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont être bloquées, notamment des spyware, des malwares, des pubs, etc. Avec cet outil-là. Autre possibilité, bah, c'est tout simplement d'utiliser la Web Protection de chez SolarWinds. Donc là, c'est toujours pareil. Si vous avez des machines surveillées par Max Remote, vous pouvez déployer la Web Protection qui est dessus. Donc nous, on l'a mis en place sur l'ensemble de notre parc informatique. Et donc du coup, c'est pareil. Dès que vous allez sur une page qui contient des scripts malicieux ou des éléments néfastes, donc des exploits, bah, il va vous les bloquer avant même que vous puissiez y accéder. Donc du coup, vous n'avez pas de possibilité de récupérer des cryptolockers ou des ransomware via des exploits web, puisqu'ils ne seront pas visibles de la part du client, bloqués en amont par la protection web. Pour finir, parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant que WannaCry est terminé? En tout cas, la propagation n'a pas, c'est bloqué. Bah, malheureusement, comme je l'indiquais, il y a d'autres nouveaux virus qui sont sortis. Le premier, c'est Eternal Rocks. Donc Eternal Rocks, c'est un nouveau malware qui est sorti hier ou avant-hier, je crois, avant-hier maintenant. Lui, il cible non plus 2 exploits au niveau du protocole SMB, mais 7 exploits au niveau du protocole SMB. Donc comme je vous disais, WannaCry, lui, il utilisait 2 failles. Eternal Blue et double Pulsar, qui sont 2 failles, comme je l'indiquais, utilisées par la NSA. Eternal Rocks, lui, on utilise 7. Il y a Eternal Blue, double Pulsar, Eternal Champion, Eternal Romance, Eternal Synergy, SMB Touch et ArchiTouch. Donc là, ça commence à devenir un peu plus virulent, puisque cette faille de sécurité, alors failles qui sont connues également, utilisées par la NSA et divulguées par le groupe Shadow Brokers, c'est quelque chose qui est en cours. Là, tout de suite, maintenant, le moment où je vous parle, c'est quelque chose qui est encore d'actualité. Donc là, c'est un lien qui était présent sur silicon.fr, mais vous avez, si vous tapez Eternal Rocks dans Google, vous allez retrouver pas mal d'informations et suivre l'actualité à ce niveau-là. Vous avez également un autre malware qui est en cours, qui est un peu moins virulent, mais qui il fait un peu peur en fait. C'est UWix, enfin UIWix, c'est la seconde couche de WannaCry. Donc lui, il utilise les mêmes failles que WannaCry, les failles notamment SMB1 et SMBV1 et V2. Mais là, il n'y a pas la partie domaine kill switch, c'est-à-dire que la vérification, si le domaine existe, on ne crypte pas la machine, et s'il n'existe pas, on crypte la machine. Il n'y a plus ce processus dans l'exécutable. Donc malheureusement, on ne peut plus enrayer la propagation via l'achat de domaines qui étaient utilisés par les scripts. Surtout qu'en plus, il possède une protection anti-VM, donc il va détecter s'il est présent, notamment en fait, il va détecter les DLL de vos installations virtuelles, donc notamment VMware, Hyper-V, etc., et infecter spécifiquement ces machines-là. Donc c'est pareil, il est moins dangereux parce que les failles SMB1 et V2 normalement ont été corrigées, mais la protection, le fait qu'il ne fonctionne sans kill switch
peut poser problématique par la suite, puisqu'on ne sera plus capable d'enrayer ce genre de propagation par de simples achats de nom de domaine. Il faut savoir aussi qu'un chercheur français a commencé à déchiffrer le ransomware WannaCry, donc avec un algorithme. Pour l'instant, il a obtenu les nombres premiers, c'est-à-dire vraiment les... Alors, moi, je ne suis pas mathématicien, hein, mais les nombres premiers, c'est vraiment les nombres les plus importants permettant de déchiffrer l'algorithme utilisé par la solution de cryptage. Il a réussi à décrypter a priori un Windows XP, mais il faut certaines conditions, c'est-à-dire que la machine, il ne faut pas qu'elle est rebootée. Donc déjà, la première chose qu'on fait quand on est infecté, on coupe la machine pour éviter qu'elle infecte d'autres machines. Donc malheureusement, ça marche plus. Mais c'est pour vous montrer quand même que c'est un Français, donc Cocorico, qui a trouvé, commencé à déchiffrer la partie ransomware. Donc quand même, ça montre que la France n'est pas si mauvaise ou en retard par rapport aux technologies des cryptolockers. Mais autre information très importante, c'est là où je voulais revenir, c'est que Windows 7, c'est lui qui remporte la palme sur l'infection WannaCry. 98% des systèmes infectés dans le monde sont des Windows 7. C'est Kaspersky qui l'a indiqué, donc suite à cette propagation. 60% c'est des Windows 7 Pro en 64 bits. 31% c'est des Windows 7 Pro en 32 bits, donc quand même majorité de 64 bits. Après, il y a 6% qui sont des versions Windows 7 Home, donc plutôt particulier. Après, Windows 2008 R2, c'est 1%, et surtout Windows XP, donc là où les failles étaient les plus, on va dire, entre parenthèses, les plus virulentes, parce que c'est des systèmes qui ne sont pas forcément patchés, ça représente que 0,1% du parc infecté. Donc on voit bien que c'est Windows 7 qui est majoritairement fautif dans la propagation de ce cryptolocker. Pourquoi? Parce que on sait très bien que Windows 7 ça a été énormément piraté, que la Chine qui est impactée par 30-35% par WannaCry, malheureusement il possède beaucoup de Windows aussi piratés, et de ce fait c'est Windows 7 qui a pris le plus cher, on va dire, et qui a joué le plus grand rôle. Donc vous voyez que c'est pas forcément 2003 XP, les gens ont été dans leur tête étaient là, ouais, des XP, des 2003, on n'en a plus, c'est bon, on est protégé. Non, c'est pas le cas, puisque c'est pas Windows 7 qui a été attaqué directement, c'est effectivement des XP des 2003 qui ont mangé, on va dire, plus, mais par contre, c'est lui qui a le plus propagé. Donc, comme quoi, faut pas voir les informations trop vite, faut vraiment les lire entièrement pour savoir qu'est-ce qui est vraiment impacté. Est-ce que même 2012 était impacté, même 2016, donc vous voyez bien que le risque était assez majeur et que les patchs Microsoft, c'est vraiment nécessaire à ce niveau-là. Pour plus d'informations, parce que bon là c'est malheureusement c'est pas forcément des choses très réjouissantes, les cryptolockers et autres, il y a quand même des bonnes choses dans l'informatique. Vous pouvez aller consulter notre site, donc www.whatsoft.com. Bon, nous rendre une visite, si vous n'êtes pas loin, ça nous fait plaisir quand même de rencontrer nos revendeurs de temps en temps. Donc on est aux 3 allées de la Crabette à Pessac. On n'est pas un magasin, donc ne venez pas en essayant d'acheter des produits directement physiquement. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez nous rencontrer, notre porte est toujours ouverte. Vous avez le numéro de téléphone, le 05 56 15 75 70, si vous voulez nous poser des questions sur les produits ou autres, vous êtes les bienvenus. Et également par email sur vente@whatsoft.com et support@whatsoft.com, donc suivant si c'est des demandes commerciales ou techniques. Et si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc la vidéo donc, de cette présentation sera également disponible sur YouTube. Donc si vous voulez la voir en rediffusion, elle sera disponible d'ici quelques jours. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, et sur nos mini-sites ou notre blog à disposition publiquement. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis un prochain webinaire peut-être. Merci.